Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Mondovision, votre émission géopolitique sur Radio J. Tous les dimanches à 16h05, une émission que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de notre grand expert Alexandre Adler. Cher Alexandre, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver, Alexandre. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous suivre sur les sites et applications de Radio J. Alexandre Adler, la semaine géopolitique a été incontestablement marquée par l'annonce spectaculaire de la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Après les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan, c'est le 4e État arabe qui, en l'espace de 3 mois, se rapproche de l'État hébreu. Une autre avancée historique, s'est félicité le président américain Donald Trump. Alexandre Adler, quelle lecture faites-vous de ce rapprochement entre Jérusalem et Rabat ? Eh bien là, je suis particulièrement ému, non pas que je sois juif marocain, encore que je le sois de cœur, mais d'une certaine façon, c'est un pays absolument essentiel dans la géopolitique spirituelle de l'histoire du monde juif. En effet, s'il y a un pays dans lequel les liens entre l'islam tel qu'il s'est développé dans sa version marocaine et le judaïsme sont d'une intimité totale, il s'agit bien du Maroc. Et quelque chose en est revenu, puisque personnellement, je suis très lié avec la famille Messas, et en particulier du grand rabbin de Paris, le rabbin Messas, qui quasiment m'a fait signe comme d'une manière totalement irrationnelle mais profonde en me disant viens, j'ai confiance en toi. Et cette confiance qui a accompagné la fin de sa vie est quelque chose qui compte énormément. Par la suite, je considère la famille Messas, si j'ose dire, comme presque mes cousins. Et d'une certaine manière, ils le sont. Et je pense aussi que ce n'est pas un hasard si cette famille originaire de Meknès a une particularité dans l'histoire du judaïsme marocain, car le judaïsme de Fès était trop influencé par la cour, par le pouvoir royal, et donc les juifs fassis, il en est resté, mais beaucoup se sont convertis très superficiellement d'ailleurs à l'islam. Et donc le mélange, quand on dit fassis, on voit bien que les familles sont très souvent d'origine juive, mais elles ne doivent pas le dire officiellement, sont soi-disant musulmanes, enfin bref. Passons à Meknès, et bien justement, les juifs de Fès ont pris la distance qui était nécessaire. C'est pour ça que le meilleur vin est de Meknès, puisque c'est là que l'on faisait le vin qui était autorisé pour les juifs et qui accompagnait le kidouche. Eh bien, ce sont les juifs de Meknès qui, encore aujourd'hui, en Eretz Israël, en France, un peu partout, joue un rôle aussi considérable. D'une certaine manière, c'est une des grandes généalogies d'Israël que ce judaïsme marocain. Et donc, bien entendu, on voit très bien son importance en Israël avec un homme comme Aryeh Deri, mais tant d'autres. Mais on voit aussi avec le parti Chasse, mais on le voit aussi avec Ovadia Yosef. Il est évident que le judaïsme marocain, plus encore que le judaïsme lituanien, qui en est le pendant sur le plan ashkénaze, a joué un rôle essentiel. Et bien entendu, nous bénissons particulièrement dans tous les pays d'islam, avant tout le Maroc, et avant tout sa dynastie qui n'a cessé dans toute son histoire, même si elle a eu des périodes plus ou moins difficiles à passer, de survivre aux défis de la modernité et à sauver finalement l'identité du Maroc. Et aujourd'hui, je pense pour ma part que la reconnaissance du Maroc et d'Israël, qui était une idée longtemps caressée par Hassan II et par une diplomatie active et importante dans laquelle Jean Daniel avait d'ailleurs joué son rôle, eh bien finalement cette diplomatie marocaine est aujourd'hui couronnée par des décennies d'efforts pour essayer d'atténuer la rupture née du départ qui n'a pas été là une échira, pas une descente, mais au contraire une montée de l'Alia. Et finalement, le Maroc, en faisant parfois semblant, parfois pas tout à fait, d'empêcher cette Alia, l'a quand même permise. Et si aujourd'hui l'État d'Israël a cette composante séfarade essentielle à son équilibrage,
elle le doit d'abord et avant tout à ce judaïsme marocain qui, très fortement, a plébiscité par l'Alia. L'Alia est une Alia douloureuse et souvent d'ailleurs peu heureuse à ses débuts, d'où le mouvement des Panthères Noires pendant un temps. Mais cette Alia a été effectivement un des grands poumons qui permet à Israël de vivre aujourd'hui. Alexandre, Israël va parallèlement intégrer, outre le développement des relations économiques à venir, notamment sur le plan technologique et touristique, Israël va intégrer l'Alliance internationale de sécurité, qui est un organisme basé aux Émirats arabes unis. Tsahal va donc participer également à des exercices militaires avec l'armée marocaine. C'est une carte de plus, selon vous, pour l'État hébreu sur le plan stratégique? Bien entendu, car on sait très bien que l'apport qu'Israël peut donner dans ce montage de sécurité, c'est effectivement toute la haute technologie. Et Israël, en faisant attention quand même de ne pas transmettre des secrets trop sensibles, va tout faire sur le plan technologique, justement, pour permettre à toutes ces armées qui ont souvent montré leur courage et leur détermination avec des professionnels de grande valeur, mais aussi va leur faire passer la frontière la grande frontière technologique, c'est-à-dire celle de la révolution informatique, des communications et peut-être aussi d'ailleurs des biotechnologies. Et là, je pense que effectivement, la coopération sera extraordinairement utile et va permettre à l'armée marocaine d'exister, mais bien entendu, Israël aura aussi à cœur de ne pas oublier l'armée algérienne, qui, depuis qu'elle est devenue le fer de lance de la lutte anti-islamiste, ce que malheureusement, pendant tout un temps, M6 n'a pas fait, influencé qu'il était par l'argent et par la diplomatie du Qatar, eh bien, l'Algérie ne doit absolument jamais être abandonnée dans cette politique. Il faut un équilibre entre l'Algérie et le Maroc, très exactement l'équilibre nécessaire pour que le Maghreb vive enfin. Et je suis persuadé pour ma part que après des périodes difficiles, où surtout Hassan II, malgré les grandes visions qui étaient les siennes, a voulu humilier l'Algérie de Boumedienne. Il avait des raisons pour cela, mais il avait aussi de mauvaises raisons de le faire. Aujourd'hui, je pense qu'avec les militaires algériens, et notamment Tioufik, et les militaires marocains, quelque chose va naître comme une coopération absolument indispensable. Alors justement, le Maghreb, Alexandre, la contrepartie de cet accord, c'est la reconnaissance américaine de la souveraineté du royaume marocain au Sahara occidental. La proposition a été dénoncée par le Front Polisario, mais l'Algérie pourrait également fort mal recevoir cette nouvelle, puisqu'elle conforte d'une certaine manière le Maroc comme une puissance dominante au Maghreb, avec une très probable accentuation de la relation militaire entre Washington et Rabat. Qu'en pensez-vous? Je vous donnerai deux axiomes. Le premier, c'est ce que m'avait dit le vieux dirigeant communiste italien Giancarlo Pajetta, dont j'étais un ami intime. Et puis, quand je lui défendais la cause marocaine, parce que depuis le début, j'ai toujours défendu les droits des Marocains à récupérer le Sahara. Et sa réponse m'a dit « Oh, tu sais, je te comprends bien, Frolinat, Polisario, tous ces noms de dentifrice ne me disent rien qui vaille. » Et en fait, c'était une position de grand bon sens, bien entendu. L'invention par les Algériens d'armer les régibats, qui ont toujours été des bandits d'honneur, pour essayer de rendre la situation pourrie au Sahara, était un coup de vache. Mais, bien entendu, le Maroc, de son côté, était très complaisant avec les islamistes algériens qui étaient en train de répandre la terreur sur les arrières d'Alger. Et évidemment, ce genre de petit jeu fait tout à fait partie, disons, du machiavélisme arabe qui existe, était évidemment au détriment des deux peuples. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Et là, des généraux algériens que je connaissais bien et qui étaient un des plus courageux m'avaient dit un jour, nous n'avons pas besoin d'un État supplémentaire au Maghreb. Et ils pensaient bien entendu au Sahara. Il est évident que le Maroc a le droit au Sahara,
il est évident aussi que l'Algérie devait avoir une rémunération pour cela. Alors, c'était un débouché sur la mer, sur l'océan Atlantique, que l'Algérie aurait pu accepter. Ça pourrait être, à mes yeux, et j'ai longtemps plaidé cette cause devant des dirigeants marocains et algériens, et je ne désespère pas qu'un jour elle débouche, et bien que tout simplement en Mauritanie, la Mauritanie qui est un non-État, bien entendu, qui doit aussi être démantelée un jour, eh bien, on retrouve notamment tout à fait au sud, qui a été annexé au Maroc faute de mieux, mais Dakhla, qui est en fait un endroit d'ailleurs presque idyllique, il y a un microclimat frais à cause des courants, etc. Eh bien, Dakhla pourrait être la ville de l'unité maghrébine. On aurait qu'à nommer d'ailleurs un wali tunisien, qui ne serait donc ni marocain ni algérien, et qui ferait de cette zone une sorte de zone neutre ouverte au Grand Maghreb, et dans lequel effectivement l'Algérie aurait une sorte de débouché commercial, en tout cas vers l'Atlantique, rival de Casablanca. C'est un grand mot, personne ne peut rivaliser avec Casablanca, mais ce serait un moyen pour l'Algérie de respirer vers l'Atlantique alors qu'elle est enfermée dans la Méditerranée Alexandre, et par le détroit de Gibraltar. encore un mot sur cet accord, mais cette fois vu des États-Unis. Donald Trump connaît, on le sait, les dernières semaines de son mandat. Avec cette normalisation entre Israël et le Maroc, son bilan diplomatique au Moyen-Orient et plus globalement dans l'espace arabo-musulman, plus Israël évidemment, est-il plus positif que certains ne le disent, alors que son conseiller de gendre, Jared Kushner, considérait il y a quelques jours, je cite, qu'un accord entre Israël et l'Arabie Saoudite est désormais inévitable. Alors, ne pensez pas, oui, bien sûr, Jared Kushner a tout à fait raison. Ne pensez pas que je vois absolument des juifs partout, encore qu'il faut bien le reconnaître, ils jouent un rôle. Mais de la même façon que Nixon a été finalement un grand président grâce à Henry Kissinger, qui lui a survécu à la débâcle de Nixon et sa démission catastrophique au moment de l'affaire du Watergate, de la même manière aujourd'hui de même que Kissinger hier, qui est resté quand même le patron de la diplomatie américaine pendant toute la période de Gerald Ford, de la même manière ici, Jared Kushner et son épouse Ivanka, qui est une fille remarquable également, eh bien, parce que je ne suis pas machiste sur cette affaire, ont mené tambour battant une diplomatie moyen-orientale exemplaire. Et bien entendu, c'est la raison pour laquelle Donald Trump en aura la rémunération morale. Il est débarrassé d'une majorité démocrate qui ne verra le jour ni à la Chambre ni au Sénat, ce qui veut dire que d'ores et déjà, le jeu égal auquel l'élection présidentielle a permis d'atteindre, au moins dans le résultat final, qui s'est joué vraiment à l'épaisseur du trait avec Joe Biden, lui permet de quitter maintenant la présidence la tête haute. J'espère qu'il fera encore un coup d'audace, avec d'ailleurs le consentement de Joe Biden, qui est très content de lui prendre la responsabilité. Et ce coup d'audace serait de renverser en Turquie, au profit des militaires turcs et des laïcs turcs et de toute la société progressiste turque, le régime Erdogan. Ce qui, évidemment, fermerait le cycle, disons, de la subversion turco-iranienne qui a longtemps été l'axe Erdogan-Khamenei en Iran. Et je suis persuadé pour ma part que nous ne sommes pas loin de cette solution. Mais pour l'instant, en tout cas, le bilan du président actuel est remarquable pour les États-Unis. Il est tout à fait remarquable, non pas parce qu'il a fait son programme, mais parce qu'il ne l'a pas fait. Et qu'il s'est laissé guider par Adel Jouber en Arabie Saoudite, par un certain nombre de bons conseillers, notamment militaires, qui connaissaient bien mieux la situation que lui sur le plan international et sur le plan de l'Arabie Saoudite, et ils ont compris le caractère central d'une solution politique reposant sur la rencontre d'Israël et d'Ismaël, c'est-à-dire d'Israël et de l'Arabie Saoudite, qui est en train de se réaliser et qui permettra ensuite seulement, probablement un jour, de mettre sur pied un État palestinien viable
Mais évidemment, étant donné le caractère extraordinairement volatile de la situation, il y a quelques étapes intermédiaires avant d'y parvenir. Et cela, on peut dire que, d'une certaine manière, effectivement, Donald Trump l'a permis grâce à son gendre et à sa fille. Et moi, je leur rends hommage. Et j'espère bien entendu que, après la mise en place de la présidence Biden, aussi bien Jared Kushner que sa femme auront un rôle à jouer. Je ne sais pas lequel, de même bien sûr que l'extraordinaire Condoleezza Rice, dont je suis un partisan Et inconditionnel, dont vous nous parlez devront à un moment donné, régulièrement, bien sûr. Alexandre Adler. Alexandre, on va terminer cette émission avec l'actualité politique en Israël, semaine particulièrement intéressante avec la création d'un nouveau parti par l'ancien numéro 2 du Likoud, Gideon Sa'ar. L'ancien chef d'état-major de Tzahal, Gadi Eisenkot, pourrait le rejoindre dans les prochains jours. Le pouvoir politique de Benjamin Netanyahou qui tente ces dernières heures de sauver la coalition pourtant souvent décrié, peut-il être, selon vous, menacé en cas de prochaines élections en Israël au printemps? Alors, je vais vous répondre, comme toujours pour Israël, par un oui et un non. Oui, effectivement, ça change tous les jours en Israël, et ces espèces de mouvements browniens sont, à un moment ou à un autre, l'indice que quelque chose comme une majorité veut réduire Bibi Netanyahou d'une certaine manière, est en train d'exister. Puis chacun essaye de prendre l'opinion au témoin de sa bonne foi, car on sait qu'on va aller vers des élections générales. Et que ces élections générales seront les dernières, si j'ose dire, celles qui vont finir par arrêter le curseur. Donc, en effet, il y aura des mouvements d'opinion, il y aura qui vont encore bouger, des partis qui vont naître essentiellement pour l'élection et qui ensuite fusionneront ou se déferont. Mais ça, c'est possible. En revanche, ce qui est impossible, c'est de nier le rôle absolument central qu'a joué Bibi Netanyahou dans cette affaire. Et un rôle non pas de diviseur comme tant, et comme il l'a fait à d'autres époques de sa vie, mais un rôle d'unificateur. Et je reste complètement ému, comme il l'est lui-même, il l'a montré dans la télévision notamment, par cette extraordinaire manifestation en faveur des falachas et de l'extraordinaire ministre Pnina qui est chargé de l'intégration et qui vient maintenant encore de faire revenir dans des conditions extraordinaires encore quelques milliers, peut-être même qu'une dizaine de milliers de nouveaux falachas, plus ou Dans les mois moins à venir. pris au piège dans les mois à venir. Et là, j'ai vu toute son émotion. Et je sais que cet homme qui a quasiment adopté comme frère un homme que je connais bien, qui est notre député au Parlement européen, mais qui est en fait un Israélien profond et séfarade. Je sais combien, au fond, Bibi Netanyahou est profondément dévoué et quand il pleure, quand il voit ces falachas arriver, ce n'est pas électoral, ça. Ça, Vous c'est ce qui évoquiez, compte Alexandre, pour être profondément. très clair, vous évoquiez le député français de la 8e circonscription des Français de l'étranger, Meir Oui. Habib, c'est ça? Meir Habib n'arrive pas à dire, mais Meir Habib est quasiment le frère de. Il l'a choisi, il l'a élu comme cela. Il y a quelque chose en Meir qui lui plaît beaucoup, et je le comprends Député à très l'Assemblée bien. nationale. Vous savez, ce n'est pas pour le plaisir d'avoir les voix séfarades, parce que c'est un Ashkenazi Tahor, comme on dirait aujourd'hui, c'est un Ashkenazi de pure filiation. Il descend même du Guéret Rebbe, du rabbin Garo Calvaria. C'est une des premières choses qu'il m'a dites quand on s'est rencontrés. Moi, je descends tout simplement du rabbin Nathan Adler, un des fondateurs du judaïsme moderne. Mais en ce qui concerne Netanyahou, son dévouement au peuple d'Israël, qui était ce qu'il y avait de plus profond dans les convictions de ses deux parents, par ailleurs extrêmement sectaires, détestait Begin, détestait Ben Gurion, détestait la terre entière, mais c'était des gens extraordinaires. Eh bien, finalement, des érudits, bien sûr, tous les deux. Eh bien, voilà, lui et son frère Yoni, qui chemine à ses côtés, bien qu'il soit le vrai martyr d'NTB, eh bien, leur amour, ce n'est pas pour leur famille, ce n'est pas pour la Mishpacha, c'est pour le peuple d'Israël. Et cela, on peut raconter ce qu'on veut, on peut écrire les pamphlets que l'on veut, parler, mais tout le monde le sait. L'amour
Bibi Netanyahou pour Israël s'est montré à de nombreuses reprises, et c'est lui aujourd'hui qui incombe aujourd'hui ce soulk, cette réconciliation véritable. Parce que, vous savez, faux amis, salam en arabe, ce n'est pas shalom, c'est la trêve. La trêve, et on doit continuer quand même le djihad, un jour. Eh bien, soulk, c'est par contre les craintes, c'est la réconciliation. La vraie, quand on se prend justement dans des gestes qui ne sont pas barrages, et qu'on s'étreint, et que finalement c'est la fin de la guerre. Eh bien, le soulk est à portée de main, Israël et Ishmaël, c'est-à-dire Israël et l'Arabie Saoudite, les deux lieux saints, la Mecque et Jérusalem, ensemble. C'est cela que Bibi est en train de réaliser. Alors évidemment, il y a les comités Onésime et Théodule, comme disait le général de Gaulle. Il y a la politique politicienne. Elle est particulièrement moche en Israël parce que Israël est recommande en tout. Donc aussi en mocheté politique. Mais c'est Israël quand même. C'est-à-dire notre terre, Arsenou. Et puis il y a une volonté qui nous dépasse de loin, la Torah, qui est là et qui, comme une espèce d'élément magique, je dirais presque magnétique, nous attire. Et cela, je pense que pour cela, je ne fais aucun souci pour Bibi. Il a déjà sa place dans l'histoire. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Mondovision. Merci beaucoup, Alexandre Adler, d'avoir décrypté cette actualité géopolitique et politique foisonnante. Nous sommes aujourd'hui le premier jour de Hanouka, mais ce sera le troisième jour où nous passerons. Absolument. Et je pense que nos sages ont toujours eu raison de dire que ce n'est pas tellement la victoire sur les païens, il y en a eu d'autres, on les a perdus aussi parfois. Non, c'est surtout le miracle de l'huile. Il y avait assez d'huile, et il a brûlé quand même, pendant 10 jours, pendant les 8 jours nécessaires. Et bien pendant ces 7 jours plus 1, eh bien je pense que nous savons que nous ne devons faire aucun compromis sur la Torah. Et que c'est grâce à cela que nous allons survivre, grâce à cela aussi que Bibi a établi son nom dans l'histoire d'Israël. Belle fête de Hanouka à vous, Alexandre, et à tous nos auditeurs. À dimanche prochain pour un nouveau numéro de Mondovision, une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur le site radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À la semaine prochaine.